S'il y a bien une compétence qui est indéniablement le carrefour de toutes les autres, c'est bel et bien la capacité à bien communiquer. Et on remarque qu'il y a un très grand problème de charisme et d'éloquence dans notre génération, au point où il est beaucoup plus facile de ramasser 100 000 francs dans la rue par hasard que de tomber sur une personne extrêmement charismatique et éloquente en même temps. Il faut que tu comprennes que la vie est une sorte d'interaction permanente et que l'outil d'échange le plus utilisé dans le monde, c'est le langage. Ce qui fait que le monde en soi tourne autour de la vente. On vend ses idées quand on débat, on vend un produit ou un service quand on veut faire de l'argent, et on vend sa personnalité quand on veut séduire. D'où tout l'intérêt pour une personne ambitieuse qui a le souci d'amplifier son impact que de maîtriser cet outil qui n'est autre que l'éloquence. Dans cette vidéo, je te partage les éléments qui m'ont aidé moi à performer dans plusieurs domaines de ma vie à mon jeune âge grâce à cette compétence que j'ai développée qui n'est autre que d'être un excellent communicant. Voilà donc très rapidement quelques images de ce que j'ai déjà eu à faire. C'est vrai que ça représente seulement le 1/10 de tout ce que j'ai déjà eu à accomplir dans ma vie. Mais voilà, j'ai eu à faire des dizaines de conférences dans des milieux professionnels devant de très hautes personnalités. La première image, par exemple, c'était une conférence dans la salle du Conseil congolais des chargeurs à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et pour les autres éléments, je vous épargne un peu de détails. Ici, j'ai formé plusieurs personnes dans le domaine de la communication grâce à l'académie que nous avons créée, qui s'appelle justement la KP Pro Academy, dans laquelle nous formons des élites et des tueurs en matière de communication, de charisme et d'influence. J'ai formé des gens en présentiel et en ligne, justement. Et dans l'autre image, vous voyez que j'ai remporté l'un des plus grands concours de discours organisé au sein de mon club. Et en bas, vous voyez que je suis VPRP, donc vice-président chargé aux relations publiques de mon club Peito Toastmasters International. Ce qui vous montre sans l'ombre d'un doute que je suis très légitime à aborder le sujet de la communication, du charisme et de l'influence. Et donc, c'est parti. Comment communiquer plus efficacement? Là, je te donne un guide complet. C'est vrai que c'est un condensé d'informations, mais je te le donne quand même et assez gratuitement du coup. Nous allons suivre un plan bien défini. Premièrement, nous allons parler de mindset oratoire. Nous allons ensuite parler de la structure et de l'organisation. Nous allons parler des techniques d'impact oral. Ensuite, nous parlerons du langage corporel et de la présence scénique et nous finirons par conclure. Premier élément qui est assez important, je trouve, et fondamental, c'est le mindset oratoire. Je l'aurais appelé la posture mentale pour la prise de parole dans n'importe quel contexte. Ce que tu dois comprendre en premier lieu, c'est qu'il te faut dédramatiser le fait de prendre la parole en public. Il y a des gens qui surestiment énormément cette occasion qui n'est autre que de parler. C'est vrai que la peur de prendre la parole en public constitue la deuxième peur de l'homme, la deuxième plus grande peur de l'être humain après celle de mourir, ce qui montre encore une fois que c'est une peur qui est factuellement l'une des plus grandes à l'échelle internationale. Ce n'est pas juste un problème de ta personnalité à toi. Et ce qui nous freine généralement, c'est la peur, c'est le premier élément. On a peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur de ne pas être à la hauteur, et c'est ce qui conditionne en fait cette situation de manque de passage à l'action justement. Et donc, la première des choses que tu dois adopter mentalement, c'est la confiance. Et moi, s'il y a quelque chose qui me donne énormément confiance dans ma prise de parole en public, que ce soit à l'heure actuelle ou encore lorsque je n'étais pas aussi compétent, c'était de me dire qu'au final, je ne mourrais pas en fait. C'est vrai que c'est une peur qui est assez conséquente, pas très rationnelle, je trouve, mais quand même le fait de se dire, je prendrai la parole, je ne mourrai pas. Il n'y a rien qui va se passer. Et factuellement, il n'y a pas de conséquences qui puissent être aussi grandes que le fait d'essayer en fait. Si je n'essaie pas, je regrette. Et si j'essaie, je ne regrette pas quelque chose qui se passe. Au final, je n'ai aucune raison d'avoir peur parce que dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose de nouveau et j'aurais accumulé une expérience qui pourrait me servir de récit ou encore d'accomplissement personnel, simplement de par le fait d'avoir essayé. Il faut toujours être confiant et se dire que je vais le faire et dans tous les cas, je ne mourrai pas. Tout ce que j'aurai, bah, c'est d'acquérir une nouvelle expérience de vie simplement. Et l'intention est très importante parce que lorsque tu as une intention claire dans ta prise de parole en public, tu te permets de prendre des risques et tu te permets en fait d'échouer, tu te permets de faire des erreurs, etc. Si dans tes ambitions, tu as la volonté d'inspirer les gens, tu as la volonté de créer un mouvement, de te battre pour une cause bien précise, alors prendre la parole, ça devient en fait l'une des armes qui te permettra efficacement d'atteindre tes objectifs. Et donc ton intention va te servir de moteur. Tu diras, si je n'utilise pas ce outil qui n'est autre que l'éloquence ou l'art oratoire, bah, je n'arriverai jamais à accomplir la mission de vie pour laquelle je me suis engagé. Et donc, ton intention te sert de moteur. Ton intention va t'emmener à rationaliser tes peurs, à te créer de la confiance et donc à éliminer cette peur au final ou encore à la surpasser au fur et à mesure. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui te freine. Et pour ce point, j'ai énuméré deux éléments. Il y a les croyances limitantes. Il y en a qui se disent, ah oui, je suis trop timide pour prendre la parole en public, raison pour laquelle je ne le fais pas.
bah, c'est vraiment pas la solution. Si tu es timide pour faire quelque chose, le fait de ne pas le faire ne te rend pas plus courageux. Au final, tu n'as qu'une seule solution, même lorsque tu as une croyance limitante, c'est de faire. Je suis timide, voilà pourquoi je ne prends pas la parole en public. Bah, prends la parole, au final, tu seras plus timide, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est vraiment ça, rationaliser ses peurs. Lorsque tu comprends ce qui te freine, bah, au final, tu comprends immédiatement la solution à y avoir. C'est comme je dis souvent, lorsque tu localises ou lorsque tu identifies ton problème, automatiquement, tu trouves la solution. Mon problème, c'est que je n'ai pas d'argent. La solution, c'est de faire plus d'argent. Mon problème, c'est que je ne suis pas assez intelligent. La solution, c'est de devenir plus intelligent. Et toutes ces solutions sont toujours ralliées à un seul outil qui n'est autre que le passage à l'action. Deuxième croyance limitante, c'est souvent le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que Prodigy, c'est un putain de génie, il part tellement bien qu'il est supérieur à moi. Du coup, lorsque je décide de prendre la parole en public, je me sentirai comme de la merde devant lui, tellement il est compétent dans son domaine. Et ça, c'est encore une croyance limitante, les gars. Prodige, avant de devenir le putain de génie qu'il est aujourd'hui, il s'est fait chier et il a eu des prises de parole qui puaient vraiment la merde, simplement. Donc, toi aussi, prends ce courage-là pour être celui qui inspire des autres. Autorise-toi à faire des erreurs. Pour qui tu te prends? Sois un peu humble. Dis-toi que c'est mon début, je vais le faire. C'est vrai que je ne suis pas aussi compétent que X ou Y personne, mais cette personne-là, pour atteindre cette compétence et passer par cette étape dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc, je rationalise aussi cette croyance limitante qui n'est autre que ce complexe d'infériorité. Tu n'es inférieur à personne, tu es simplement à une étape de ta vie où tu dois gravir des échelons. Et donc, fais les choses. Aussi, il y a la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Est-ce que, qu'est-ce que les gens diront de toi? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Parfois, on surestime trop, on se surcote trop au point de se dire que je suis tellement important que si je fais une erreur, les gens ils vont me critiquer ou quoi que ce soit. Les gens, ils s'en foutent de toi. Il faut savoir ce que toi, tu veux précisément. Moi, je veux acquérir une compétence. Je m'en fous de ce que les gens vont penser, de la même manière que ces gens-là s'en foutent de si je fais bien ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. On pense que si tu as une mauvaise prise de parole aujourd'hui, les gens ils vont penser à ça toute leur vie pendant des mois. On dirait que tu étais le centre du monde. Les gens, ils s'en foutent. Tu as fait une erreur dans ta prise de parole. Les gens, ils vont se rendre compte de cela. 2 secondes après, ils s'en foutent, ils sont passés à autre chose. Mais toi, tu réalises que oui, ici, j'ai fait une erreur et prochainement, je peux améliorer. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et le deuxième élément dont je parlais, c'est justement le manque de compétences. Cette compétence qui peut être technique ou liée à ta culture générale. Quand je parle de compétences techniques, c'est en fait de savoir comment manier les mots, quelle figure de style utiliser pour telle ou telle chose. Ça sont des compétences techniques. Et lorsque tu te dis, j'en manque, voilà pourquoi je ne prends pas en fait le risque de parler, d'approcher des gens. Et lorsque je parle de parler, c'est pas forcément de prise de parole en public, hein, je parle d'interaction sociale aussi, de tout ce qui concerne la communication en général, le manque de compétences. Tu ne sais pas parler, c'est la raison pour laquelle tu ne parles pas. Mais t'es quand ou quoi? Mais c'est vraiment, les gens ils se mettent dans une position, ils se disent, je n'ai pas telle compétence, voilà pourquoi je ne fais pas. Bah, c'est la solution, c'est fait et tu auras la compétence. Je ne sais pas parler, j'ai pas de compétences techniques, voilà pourquoi je ne parle pas. Attends, c'est un truc de fou. Les compétences techniques s'acquièrent en faisant les choses. Plus tu parles et plus tu apprends à parler en fait. Tu n'es pas né, tu savais marcher. Tu n'es pas né, tu es sorti du ventre de ta mère et tu as commencé à te taper en sprint comme ça. Tu as appris à marcher, tu es tombé, tu t'es relevé, etc. C'est la même chose avec l'éloquence ou l'art de communiquer. Tu n'as pas de compétences techniques, informe-toi et forme-toi, mais surtout passe à l'action. Donc passe la moitié de ton temps à t'informer, à te faire former, et passe l'autre moitié du temps à réellement faire les choses, à réellement passer à l'action. Et pour la culture générale, informe-toi, comme je le dis souvent, sur des sujets qui t'intéressent, parce que c'est beaucoup plus intelligent de devenir cultivé en s'informant sur des sujets qui nous intéressent qu'à devenir un chat GPT et retenir énormément d'informations qui te servent, dans la grande majorité des cas, à pas grand-chose. Et ta culture générale va aussi nourrir ta capacité à bien communiquer. Troisièmement, en ce qui concerne le mindset oratoire, ce que tu dois comprendre, c'est le pouvoir de la décision. Donc, lorsque tu as reconnu l'utilité de la prise de parole et de la communication dans ta vie en général, bah, ce que tu dois faire, c'est de te dépasser toi-même. De te dire, c'est vrai, j'ai peur, c'est vrai qu'il y a des éléments qui me freinent, mais ce n'est pas tant ça la solution que de me concentrer sur ma peur et sur les éléments qui me freinent. Ce que je dois faire, c'est de passer à l'action et de créer du mouvement et du changement parce que l'univers attend cela. J'ai quelque chose à porter dans ce monde. Et en fait, je te dépasse et tu changes d'étape. Ici, nous parlons maintenant de la structure et de l'organisation. Et un élément fondamental, c'est toujours le triangle d'or. Là, ça s'applique beaucoup plus au discours formel, c'est vrai, mais même dans tes interactions sociales, il faut toujours avoir une structure d'enchaînement d'idées. Il ne faut pas parler comme un teubé à tirer des idées ci et là, on dirait que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il faut toujours être structuré dans la vie. Et je te parle du triangle d'or qui n'est autre que la structure universelle qui comporte une introduction, un développement et une conclusion. C'est vraiment un schéma que tu dois mettre en place dans toutes tes prises de parole et dans toutes tes interactions sociales. Savoir structurer
une idée. Même dans les choses les plus banales, dans les discussions les plus futiles, savoir structurer une idée crée toujours la différence. Il n'y a aucun scénario dans lequel tu sais structurer ton idée, même si c'est une idée qui dure une seule minute, et tu n'es pas impactant au bout de la structure de cette idée. Ça n'arrive pas. Et en fonction de cela, il y a aussi un piège, parce que les gens se disent, ah, il faut que je structure mon idée chaque fois, et ben, tu te retrouves coincé dans une structure ou dans un schéma mental figé. Et c'est ça le piège. Il faut adopter de la flexibilité. C'est vrai qu'on parle de structure, mais il faut savoir être flexible au langage. Donc, lorsque tu parles, tu as une structure, mais tu peux commencer par briser les codes, comme j'aime souvent le dire, commencer par une conclusion. Ça, c'est quelque chose de très fort que très peu de gens font. Tu commences par quelque chose qui sonne comme une conclusion, et bah, tu reviens à la genèse de ton histoire pour aller à ton développement et rappeler que ta conclusion était en fait... Tu vois, un truc comme ça, tu crées vraiment quelque chose d'original et c'est ce qui impacte, c'est ce qui crée de l'originalité. Je me rappelle, l'un des discours que j'ai tenu sur la peur, j'avais commencé mon discours par une histoire qui semblait être la fin de mon discours, justement. Et les gens, ils étaient choqués. Et lorsque j'ai créé le lien entre mon histoire, qui était censée être la conclusion, et l'entrée que cela créait pour le développement, bah, les gens ils se sont mis à applaudir pour se dire que c'était du génie, tout justement, parce que très peu de gens font ça. Voilà pourquoi je parle de flexibilité. La structure de base est très importante, savoir enchaîner introduction, développement et conclusion, mais être flexible à l'idée de se créer des structures originales, c'est encore mieux et parfois c'est ce qui impacte le plus. Et pour ça, il faut définir ton style d'orateur. Il faut avoir un modèle comme qui tu aspires à parler et simplement commencer à l'écouter au maximum et à travailler son style parce que c'est ce qui va refléter ton énergie et c'est ce qui va te donner une ligne directrice pour réellement travailler la compétence que tu as envie d'acquérir. Quelles sont donc les méthodes de structuration que je vais te donner aujourd'hui? Il y en a deux principalement. C'est la méthode PAS, problème, agitation, solution. Et la méthode Why, How, What. Je t'explique pour la première méthode. La méthode PAS, problème, agitation, solution, va consister en trois étapes. Premièrement, à identifier clairement la douleur, à creuser le problème et le rendre vivant, ça c'est au niveau de l'agitation, et à proposer une voie de sortie claire. Donc pour le S, qui n'est autre que solution. Par exemple, tu veux vendre un accompagnement. Moi, je ne fais pas ça ici sur YouTube parce que, comme je te dis toujours, je ne suis pas un YouTuber classique ou des gens que tu connais de j'ai une formation en art oratoire. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'accompagne réellement. Et je te parlerai des produits digitaux que je partagerai sur YouTube, mais c'est certainement des types de produits que tu n'as jamais vus sur cette plateforme parce que moi, je te dis que je ne viens pas pour faire comme tout le monde. Je viens bousiller le game, en fait, littéralement. Et voilà, donc pour revenir à l'exemple de la vente de formation en prise de parole en public, tu peux commencer par identifier le problème de ton client, parlant de vente. Tu as peur de parler en public, tu travailles dur et tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Là, tu identifies clairement la douleur de la personne. La personne te dit, ah oui, tu es très intelligent, tu as compris ce de quoi je souffrais. Et là, tu agites. Tu es dans l'agitation, tu creuses le problème et tu le rends vivant. Tu regardes les autres briller pendant que toi, tu doutes. Tu as 1000 idées, mais dès que tu dois les dire à haute voix, tout s'effondre. Et là, tu viens finalement proposer la solution en donnant une voie de sortie claire. Tu lui dis, c'est exactement pour ça que nous avons créé cette méthode de prise de parole. Aujourd'hui, tu vas apprendre à t'exprimer avec puissance, même si tu doutes de toi. Lorsque tu as cet enchaînement d'idées, la personne en face de toi se dit simplement, toi, je t'achète, sans hésiter. Parce que tu as tellement été structuré que ça me montre que tu sais de quoi tu parles et que tu connais réellement le problème auquel je suis confronté. Du coup, je te fais confiance. Pour la deuxième méthode, qui est la méthode Why, How, What, c'est simplement une méthode qui consiste à commencer par la dimension la plus profonde, le pourquoi. C'est toujours ça. Les gens en vente, ils se concentrent sur la chose, sur ce qu'ils ont à proposer, plutôt que sur le pourquoi est-ce qu'on doit les acheter ou le pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants simplement. Et lorsque je parle de vente, je te dis que le monde tourne autour de la vente. Donc, communication, vente de produits, séduction, ça reste de la vente. Ne t'embrouille pas trop avec les concepts. Et j'ai pris l'exemple de Apple pour dire que Apple, c'est l'une des marques qui vend vraiment son produit avec cette structure parce que Apple commence par le why. Pourquoi est-ce que tu dois consommer du produit Apple? C'est parce que Apple te dit think different, penser différemment. Ça t'amène déjà à adhérer à une certaine philosophie. Et how, c'est finalement en adhérant à notre philosophie. On te dit pourquoi? Parce que tu penses différemment. Comment tu penses différemment? En adhérant à notre philosophie. Et ils terminent leur enchaîné d'idées par le what, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous te présentons pour correspondre aux deux premiers éléments qui ne sont autres que le why et le how, c'est nos produits, que ce soit l'iPhone, l'iPad, le MacBook, etc.
Et quand tu présentes tes idées comme ça, les gens ils sont toujours prêts à t'acheter. Voilà pourquoi Apple fait énormément de ventes et constitue l'une des plus grandes entreprises qui fait le plus d'argent. Donc, dans n'importe quelle autre situation, cette méthode est très profonde. Commencez par identifier le pourquoi, par identifier le comment et finalement par présenter ce qu'il y a à présenter. Mais si tu te concentres sur parce que c'est moi, parce que c'est mon produit, parce que ceci et cela, tout le monde s'en fout, tu n'es pas le seul à vendre un peigne, tu n'es pas le seul à vendre des lunettes, tu n'es pas le seul à vendre ce que tu vends, des t-shirts ou je ne sais pas quoi. Ce qui attire et accroche vraiment les gens, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'intéresser à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre? C'est en fait ça qui crée la différence. Sinon, tout le monde vend tout, hein. Tout le monde vend tout, tu ne seras jamais peut-être le premier à créer un truc tombé du ciel, un génie, je ne sais pas d'où tu sors. Voilà pourquoi il faut créer une raison, donc un pourquoi. Associer cela à un comment, un how, et finalement proposer ce que tu as à proposer simplement. Et donc, troisième élément de structure et d'organisation, ce sont les astuces pour capter l'attention. Que ce soit pour commencer un discours ou entamer une prise de parole dans n'importe quel contexte social, ou simplement, même au cours du discours, au cours de la prise de parole, les histoires et les questions sont généralement très pertinentes. Imagine qu'il faut que je te parle de la peur, tout simplement. Pour rester simplement cohérent suite à l'exemple précédent, je te parle de peur et je commence par un petit silence et je te dis, est-ce que tu savais que la peur de parler en public représente la deuxième plus grande peur de l'homme après celle de mourir? Que tu le veuilles ou non, ça crée un truc, ça crée un truc. Tu dis, ah, finalement, je vais être plus attentif parce que cette question, c'est une question pertinente. Tu vois un peu? Donc, ça crée vraiment ce besoin-là de se concentrer à ce que tu dis parce que tu commences par une question ou tu peux commencer par une histoire. J'ai connu un homme qui avait énormément de projets, mais qui malheureusement était saisi par la peur de lancer ses projets. Quelque temps plus tard, sans pourtant que la vie ne puisse le prévenir, il est décédé chez lui et il est mort avec tous ses projets et toute son ambition. Je te raconte ce type d'histoire, frère. Comment t'es pas captivé pour la suite? Comment t'as pas la chair de poule? Tu vois, c'est vraiment puissant comme méthode. Créer une tension ou un mystère, que ce soit par le calme que tu insères pendant quelques secondes, par ta façon de regarder les gens, sont vraiment des éléments subtils. J'en parlerai un peu plus précisément dans les autres vidéos. Présenter une statistique choc, c'est aussi très puissant comme façon de capter l'attention. Une citation percutante ou une donnée simplement. Et au final, il faut savoir fluidifier son discours. Comment tu le fais en utilisant des connecteurs logiques, des figures de style, en ayant vraiment un enchaîné d'idées qui est relié par des mots et des éléments de cohérence et de liaison. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on parle de technique d'impact oral. Comment utiliser sa voix pour commencer, le pouvoir de la voix. Il faut savoir respirer. Ça a l'air banal, hein, très souvent quand on en parle, mais c'est très fondamental, savoir respirer. Lorsque tu respires mal, pendant que tu parles, ça se ressent dans ta façon de parler. Voilà pourquoi les gens qui ont une très mauvaise façon de respirer ont généralement une tonalité, une façon de prononcer les mots qui n'est pas très confortable à écouter. Il faut savoir que la tonalité grave, ça représente l'autorité. Voilà pourquoi de base, les hommes ont une voix grave. C'est pour montrer l'autorité naturelle que de par ce qu'ils sentent. Et une voix aiguë, ça représente l'énergie. Voilà pourquoi les femmes sont généralement synonymes de cette énergie féminine, de cette volonté d'apporter de la paix, etc. Donc même dans tes discours, lorsque ta tonalité est grave, ça montre que tu as de l'autorité ou simplement que tu veux transmettre de l'autorité de par ta façon de parler. Même chose lorsque ta voix elle est aiguë. Et tu peux vraiment faire ça. Là, par exemple, j'essaie de prendre une voix aiguë pour te montrer qu'il y a énormément d'énergie dans ce que je m'apprête à te dire, tout justement. Et si je me concentre à te parler avec une voix grave, tu comprendras que je veux y insérer de l'autorité. Aussi, il faut varier avec les volumes, c'est-à-dire jouer avec les intensités. Le volume monotone, c'est généralement très assourdissant, hein, c'est pas très agréable. Il faut varier en intensité. Donc, l'oreille a horreur de la monotonie. Il faut savoir fluctifier les intensités, savoir augmenter un peu le temps, savoir augmenter de volume et savoir le baisser par moment pour simplement créer cette mélodie et cette sensation de voyage dans ta prise de parole ou dans ton discours simplement. Et une articulation claire est synonyme de crédibilité. Les personnes qui savent articuler sont généralement les plus crédibles. Imagine, tu parles avec quelqu'un qui n'arrive même pas à articuler les mots qu'il prononce. Il est là, je machin, il n'arrive plus à articuler. Tu n'as même pas envie de le croire. Tu sens qu'il ment. Même si ce qu'il dit c'est vrai, si c'est un voleur, il se fait arrêter parce qu'il ne sait pas articuler. Et si c'est quelqu'un d'innocent qui a été accusé d'avoir violé une fille, bah, il se met en prison parce qu'il ne sait pas articuler. Donc pour ça, il faut que tu travailles ton articulation parce que c'est ce qui va apporter plus de crédibilité dans ce que tu dis au quotidien. Deuxièmement, il faut savoir que le rythme fait vivre ton
discours. Quand je parle de discours, hein, juste un petit rappel, le discours, ce n'est pas tout ce qui est formel, tu es un costard bien dans une salle climatisée avec des hommes politiques et tout ça. Le discours, c'est ce que tu dis. Discours, ça vient de dire. Donc tout ce que tu dis dans n'importe quel contexte social, ça reste un discours, tout court. Et pour créer du rythme dans un discours, il faut savoir alterner les vitesses. Lorsque tu es lent, ça crée de l'impact. Lorsque tu es rapide, ça crée de la passion parce que ça montre que tu maîtrises ce pourquoi tu es là et ça montre que tu as une profonde compréhension de ce dont tu es en train de parler. Question de vitesse. Je parle lentement parce que je veux créer de l'impact et je parle rapidement pour te montrer que je suis un putain de génie qui maîtrise bien le sujet de la communication et qui peut te former dans n'importe quel contexte. Il faut savoir marquer les mots-clés. Lorsque tu parles, les mots-clés doivent être marqués. Tout justement. Et ça montre encore une fois que tu veux attirer l'attention de ton auditoire sur ces mots-là. Il faut éviter la monotonie, hein. Éviter d'avoir un rythme idem, d'avoir le même débit du début à la fin parce que ça fait vraiment chier les gens à qui tu parles. Et il faut savoir laisser respirer l'auditoire et ton interlocuteur. Il ne faut pas l'étouffer avec des phrases que tu enchaînes, etc. Là, je parle très rapidement parce que nous sommes sur YouTube. Les gens ont une très faible attention. Tu as la capacité de faire un retour rapidement pour voir ce qui a été dit si je n'ai pas compris justement. Mais dans la vie en général, c'est pas comme ça que je parle. Là, je parle pour donner un maximum d'informations en peu de temps et je pense que tu comprends si tu es normalement très intelligent. Troisièmement, je parle du pouvoir des silences. Lorsque tu parles, il faut faire des pauses. Des pauses après des questions, des pauses après une punchline pour laisser simplement le temps aux gens de comprendre ce que tu as dit. Ou tu t'attends pas à ce que les gens réagissent positivement à ce que tu viens de lâcher. Du coup, tu enchaînes avec un autre mot ou une autre phrase parce que tu n'as pas assez confiance en ce que tu viens de dire. Quand tu fais une punchline et que tu es conscient que c'est profond, tu mets une pause après cela. Lorsque tu poses une question, tu fais des pauses. Et pas seulement après ça, mais tu dois aussi créer des pauses pour respirer. Si tu parles sans t'arrêter, au final, tu perds ton élan de respiration et après tu commenceras à parler comme un asthmatique. Imagine, tu es sur scène, tu parles comme un asthmatique. Non, c'est même pas sûr de te croire, frérot. Et aussi, le silence, il faut que tu comprennes, c'est un signe de profondeur. Très généralement, les gens m'ont complimenté à ce fait, mais c'est quelque chose que je fais très naturellement. C'est que je ne me précipite jamais à répondre à une question. Lorsqu'on me pose une question, je prends du temps. Je peux te regarder pendant que je suis en train de réfléchir et je vais te répondre lorsque l'inspiration viendra. C'est vrai que très souvent, c'est rapide parce que je sais généralement de quoi je parle, mais je ne suis jamais pressé. À l'université, et je me rappelle qu'il y avait un prof qui était très admiratif de ça, c'était mon prof d'anthropologie. Lorsqu'il me posait des questions, je me levais devant les 200 autres personnes qu'il y avait dans ma salle et je le regardais calmement. Le temps pour moi de digérer l'information et de comprendre la question. Je pouvais être en train de ranger mes stylos tout calmement, comme quelqu'un qui n'en a vraiment rien à foutre du fait que les gens attendent impatiemment qu'ils répondent. Et quelques secondes plus tard, je me mettais à répondre comme quelqu'un qui a une maîtrise de son sujet. Et généralement, ça me donnait de l'inspiration parce que ce calme était en train de nourrir une certaine confiance. C'est ce que tu dois faire aussi, car le silence, c'est la profondeur. Quand tu mets un silence, tout ce qui viendra par la suite, les gens auront l'impression que tu es en train de sortir une dinguerie, même si tu dis quelque chose de classique parce que tu auras montré que tu es profond dans ta réflexion. Maintenant, on parle de langage corporel et de présence scénique. Premièrement, ta posture et ton alignement. Il faut que tes pieds soient toujours ancrés, que ton dos soit droit, que tes épaules soient ouvertes, que tu sois un homme ou une femme. Bon, généralement, la plupart de mes abonnés, c'est des hommes. Donc, il faut que tu aies cette posture-là tout justement pour impacter. Il ne faut pas que tu parles, tu es là assis, tu as les pieds en l'air qui se balancent, on dirait que tu as 7 ans et que tu es en train de parler à ta mère. Il faut toujours que tes pieds soient ancrés au sol, que tu sois debout ou assis. C'est de ça qu'il s'agit, que ton dos soit droit. Parce que si tu parles comme ça aussi, on ne sait pas si tu as une scoliose ou si tu as peur de la personne qui est en face de toi, il faut que tu sois droit, que tes épaules soient ouvertes, justement pour montrer que tu as confiance en ce que tu dis et que tu n'as pas peur de l'assumer, que ce soit par ta posture physique simplement. Et il faut savoir aligner ton mental, ta voix et ton corps. Ce que je dis souvent, c'est que les gens, c'est des escrocs, tu vois. Tu as l'impression qu'il a un mental de fer, rien qu'en le voyant, et rien que par sa philosophie de vie. Mais tu te rends compte que sa voix, en fait, c'est la voix de Alvin de les Chipmunks, tu vois. Il a une voix vraiment, tu as envie de dire, frère, s'il te plaît, arrête juste de parler, je préfère écouter la radio, tu vois. Et le corps aussi, c'est-à-dire ton langage corporel. Il faut que ce soit vraiment aligné. Moi, quand on me voit, on sait que ma façon de penser est reliée à ma voix, ce qui est relié à mon geste corporel, tout simplement. Il ne faut pas qu'il y ait une dissonance. Tu as un mental de fer, mais tu parles comme une meuf, et bah, ton corps, il s'agite n'importe comment lorsque tu dois dire les choses. Il faut vraiment les aligner. Si tu fais un discours dans lequel tu as besoin d'y mettre énormément d'énergie,
Fais en sorte que ce soit aligné. Ton mental pour ce discours, ta voix dans ce discours, s'il faut que ce soit aigu pour transmettre de l'énergie, fais-le. Et surtout ton corps, s'il faut que ce soit vraiment théâtral et tout ça. Il faut vraiment savoir s'adapter et savoir aligner ces trois éléments pour créer un effet wow dans ta prise de parole. Il faut aussi éviter les balancements, main dans la poche. Les balancements, c'est comme je dis, tu es là, on dirait que tu te crois sur une balançoire dans la vie. Les mains dans les poches en permanence, c'est très mauvais parce que c'est généralement perçu comme un signe hautain, c'est un signe d'orgueil. Tu es là, tu parles à des gens, tu as les mains dans la poche, on dirait que c'est toi, on dirait que tu vas sortir des billets pour leur partager, tu es une ONG en fait. L'ancrage, c'est la stabilité. Quand tu es ancré, on sent que tu es stable, que ce soit mentalement, que ce soit dans tes pensées, on sent que tu es quelqu'un qui n'est pas facilement bougeable. Et aussi, petit élément important, la répartition de l'impact d'un message émotionnel. Voilà. Il faut savoir que le langage corporel, c'est-à-dire les gestes, la posture, le regard, les expressions, représentent 55% du poids estimé dans l'impact global. Ce qui veut dire que dans un message émotionnel, ton langage corporel prime. C'est-à-dire que dans un message où tu dois transmettre des émotions, si tu as le meilleur texte, mais le langage corporel qui ne va pas avec, tu as déjà perdu 55% d'impact. La voix, c'est-à-dire l'intonation, le rythme, le volume et les pauses, ça représente 38%. Donc pas très loin du langage corporel. Et les mots, c'est-à-dire le contenu verbal de ton message, ça représente seulement 7% dans un message émotionnel. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur texte, comme je viens de le dire, mais bah, ça représente seulement un petit pourcentage si ton objectif c'est de convaincre, de persuader et de rallier des foules. Et il y a une nuance très importante à faire. Pourquoi est-ce que j'ai précisé dans le cas précédent message émotionnel? Parce que simplement, ces chiffres ne s'appliquent que lorsqu'il y a un décalage entre le verbal et le non-verbal ou dans des messages à forte composante émotionnelle. Par exemple, lorsqu'il s'agit de convaincre, comme je l'ai dit, de rassurer ou de séduire. Mais dans un discours informatif ou technique, le contenu verbal, donc les mots, les arguments, pèse bien évidemment plus lourd. C'est-à-dire que si tu es appelé à une conférence où tu dois parler d'une recette d'un plat particulier, tu ne viendras pas à raconter n'importe quoi dans ton texte et avoir le bon langage corporel et la bonne voix. Ça n'a aucun sens. On a besoin de ton texte en ce moment-là. Et dans ce cas précis, c'est ton message, donc les mots que tu vas utiliser, qui seront plus importants et pas simplement comment est-ce que tu le dis. Donc il faut vraiment faire cette nuance-là. Il y a des messages émotionnels et il y a des messages informatifs. Et c'est une chose que tu dois adapter dans n'importe quel contexte social, tout justement. Donc, deuxième point très important, ce sont les gestes qui marquent. Il faut savoir que les gestes ouverts, c'est-à-dire les gestes qui représentent un haut niveau de confiance, ce sont des gestes qui marquent. Tu te souviendras beaucoup plus d'une personne qui t'a expliqué quelque chose avec un haut niveau de confiance que de l'inverse. C'est-à-dire que des gestes comme pointer, illustrer, rythmer les idées, ça crée un impact émotionnel très fort. Lorsque tu parles avec cette dynamique, on a beaucoup plus tendance à retenir ce que tu dis et à se souvenir des éléments importants que lorsque tu fais totalement l'inverse. Une personne qui te parle comme ça, on dirait une sardine, bah, elle aura beaucoup moins de chances de t'impacter qu'une personne qui te parle avec des gestes de dynamisme, c'est-à-dire que la personne pointe du doigt, la personne fait des mouvements qui expliquent clairement ses idées, bah, il y a beaucoup plus de chances que cette personne-là t'impacte. Il faut aussi gérer les gestes parasites. Donc, pour les femmes, très souvent, pendant que tu parles, tu es en train de te caresser les cheveux, tu te prends pour réponse ou je ne sais pas quoi. Et pour les hommes, parfois tu te balances, peut-être que tu, tu- tu te caresses les doigts ou je ne sais pas quoi, des gestes un peu comme ça. Ce sont des gestes parasites et ça représente des tics nerveux. Et ça se perçoit très rapidement que tu es en train de stresser, que ce soit devant une femme, en date, tu es en train de lui parler et tu fais des gestes vraiment parasites comme ça, des tics nerveux, tu te grattes la barbe, tu te grattes la tête, tu te caresses la chemise ou tu te pinces les doigts comme ça. On sent vraiment que tu es en train de stresser et ça, c'est pas très rassurant. Et aussi, il faut savoir que les mains sont le prolongement de l'intention verbale. Donc, lorsque tu parles, utilise tes mains, parle, illustre. Utilise vraiment ces outils que Dieu t'a donnés pour optimalement faire passer ton message parce que ça représente un prolongement de ton intention, tout simplement. Une personne qui parle comme ça, sans pourtant utiliser ses mains, on a l'impression qu'elle cache quelque chose. C'est le type de personne qui peut rapidement sortir un couteau et te poignarder, tu vois. Donc, lorsque tu utilises tes mains, tu prolonges une intention honnête. Troisièmement, il faut savoir gérer son regard. Et pour ça, je te donne 4 conseils très rapidement. Sache tout d'abord que le regard donne de la présence. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, si la personne est concentrée à regarder son téléphone, tu comprends automatiquement que la personne n'est pas présente dans la conversation. Donc, il faut savoir balayer le regard sur l'audience lorsqu'on parle d'une prise de parole en public. Il faut regarder la totalité de l'audience pour leur montrer que tu es pleinement présent pour eux et de façon collective. Il faut créer un lien avec chaque zone. Ça, c'est très important. Et surtout, éviter de fuir les yeux
ou ne fixer qu'un seul point. J'ai vu des gens parler, mais il te parle, il est concentré à regarder le sol, on dirait qu'il s'apprête à faire pousser une plante que par sa pensée. C'est vraiment pas intéressant ça. Donc il faut éviter de fuir les yeux ou de fixer un seul point. Lorsque tu parles à une personne, très souvent regarde-la dans les yeux, essaie de maintenir un eye contact puissant. Lorsque tu parles à un groupe de personnes, que tu es en conférence ou je ne sais pas quoi, essaie de regarder les gens dans les yeux. N'essaie pas de fuir le regard, ça te rend vraiment moins crédible. Quatrièmement, il faut savoir occuper l'espace avec puissance. Et tout justement, l'espace, c'est un outil narratif. Lorsque tu utilises un espace pour parler, bah, tu es en train de créer une histoire avec. Et ça, c'est très important dans tous les contextes sociaux. Il faut aussi se déplacer avec intention. Je déteste voir les gens parler et faire des gestes non intentionnels. Tu es en train de faire une conférence ou de parler en public, mais tu marches, on dirait que tu te prends pour Michael Jackson, tu fais du moonwalk, etc. On sent que ce n'est pas intentionnel et ce n'est pas très intéressant. Il faut parler et se déplacer avec intention. Lorsque tu as envie de parler à une telle partie de la salle, tu te déplaces avec intention, calmement, et tu leur parles en maintenant eye contact tout simplement, et tu reviens en montre que tu te déplaces parce que tu veux, et non parce que tu es nerveux face à l'idée de le faire ou face à l'idée de rester statique et ancré. Et donc pour terminer, on va faire un atelier très rapidement. Et cet atelier va consister à construire ton pitch personnel en 2 minutes 30. Le sujet, il est libre. Tu prends un projet, une passion ou une conviction que tu vas délivrer en 2 minutes 30. Et en respectant bien entendu la structure, tu me donnes une introduction, 2 idées clés et une conclusion. On va évaluer la technique d'impact et le langage corporel. Tu peux filmer ton passage et me l'envoyer sur mon Instagram ou sur mon WhatsApp. Je pense qu'il y en a dans les autres vidéos. Et moi, je te donnerai un feedback par rapport à cela. L'objectif, c'était de te donner l'huile essentielle, des éléments qui font en sorte que les personnes qui communiquent le mieux soient beaucoup plus impactantes et respectées au sein de la société. Voilà, donc s'il fallait retenir quelque chose de cette vidéo, c'est premièrement que tout est d'abord mental. C'est un état d'esprit qui conditionne tout le reste. Et ce, pas seulement en prise de parole ou en communication, mais dans toutes les autres sphères de ta vie. Deuxièmement, que la structure est très importante, parce que la structure apporte de la clarté et de l'impact à ton message. Aussi, un bon orateur, il guide, ce n'est pas un réciteur. Surtout, il faut que tu saches et que tu aies conscience que chaque discours est une opportunité de marquer les esprits. Alors, fais toujours bien les choses, car comme tu le sais, l'excellence ne passe jamais inaperçue.